Mesdames et messieurs, c'est donc avec l'ancien magistrat et député européen Jean-Paul Garot que je voudrais aujourd'hui commencer à poser les premières bases d'une réflexion collective sur la fraude. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour nous de nous ériger en professeurs de morale, de désigner des coupables ou de chanter l'avènement d'une société parfaite où les vertus civiques l'emporteraient naturellement. On sait que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et c'est justement pour cela qu'il doit exister des règles et un État pour les faire respecter. La vérité, c'est que la question de la fraude ne peut plus être éludée. D'abord parce que nous n'en avons plus les moyens, que le pays est exsangue financièrement et que ce sont là des luxes qui apparaissent indécents. Ensuite, parce qu'à un moment où l'argent public est rare, à un moment où des efforts croissants sont demandés à ceux qui jouent le jeu, à ceux qui ne trichent pas, la fraude est socialement et à juste titre de plus en plus mal ressentie. On objectera que la fraude fiscale fait l'objet d'une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Ce n'est pas totalement faux. La fraude fiscale, et c'est légitime, fait l'objet d'un feuilletonnage politique ou médiatique qui donne le sentiment qu'il y aurait là peut-être une priorité gouvernementale. On fait quelques exemples très médiatiques, un Cahuzac ou un Balkany, mais dans le même temps, on laisse s'opérer à grande échelle une optimisation fiscale de grands groupes qui ressemble quand même furieusement à une évasion. Mais disons-le, la fraude ne se limite pas à la fraude fiscale. Elle est multiforme, multisectorielle et porte sur des dizaines et peut-être des centaines de milliards d'argent public quand ce ne sont pas directement des emplois français qu'elles mettent en danger. Pourtant, cette soustraction ne semble pas émouvoir plus que cela. Lorsque je dis que la fraude ne peut plus être éludée, il y a derrière la constatation gênante, presque inconvenante, qu'elle est souvent connue des pouvoirs publics, mais tolérée par les autorités administratives. Par exemple, on pourrait évoquer les agrandissements sauvages des grandes surfaces qui, très souvent, ne respectent pas la loi, fraudes qui sont régulièrement dénoncées par des associations courageuses et contre lesquelles l'administration reste les bras ballants. Ce laisser-faire s'explique bien sûr par un certain fatalisme administratif ou politique devant ce qui apparaît comme une mission vaine compte tenu de l'ampleur de la tâche. Il est parfois décourageant d'écoper un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Mais à côté de ce motif humainement compréhensible, même s'il est légalement inadmissible, cette tolérance s'explique parfois par des raisons beaucoup moins avouables. Le manque de courage. La fraude est tolérée parce qu'y mettre un terme relève d'une volonté humaine, d'un courage politique que nos politiques précisément n'ont pas. Il est toujours plus facile de dire non que de laisser faire, toujours plus facile de tourner la tête que d'agir. La peur parfois de stigmatiser et de déplaire aux politiquement corrects. La crainte que le dossier de la fraude n'ouvre l'accusation facile mais erronée d'être antisocial. Moi, parce que je ne confonds pas les pauvres et les fraudeurs, je n'ai pas de mal à poser la question de la fraude, y compris de la fraude sociale. Je prétends même que les fraudeurs sociaux privent de légitimes prestations ceux qui en ont besoin. Mais pourquoi ne pas le dire ? Souvent, la République a renoncé à aller chercher les fraudeurs dans certains endroits, ces zones qu'elle ne contrôle plus, contrôle moins, ou qu'elle co-administre avec des féodalités mafieuses qui s'en sont emparées. La volonté de laisser faire aussi. Les situations de fraude caractérisées ne sont souvent ignorées de personne. Si elles perdurent, c'est parce qu'il existe une non-volonté de les faire cesser, ou plutôt une volonté inavouable de les laisser perdurer. Cette conclusion s'impose quand ce sont les administrations elles-mêmes qui font obstruction au travail d'enquête parlementaire, quand la puissance publique prend ostensiblement le parti de l'inertie, voire de la complicité. Jean-Paul Garot y reviendra. Comment admettre que les situations les plus ubuesques ne suscitent même pas la curiosité de l'administration, comme cette longévité surprenante des retraités étrangers qui dépassent tous déjà des âges canoniques ou les incohérences manifestes de situation? Comment ne pas relever les incongruités statistiques qu'un examen superficiel du nombre invraisemblable de bénéficiaires de la carte vitale nés à l'étranger révèle? La fraude à la sécurité sociale n'est pas acceptable, elle est criminelle. Pourquoi refuser de croiser les fichiers pour déceler les APL frauduleuses plutôt que de les baisser pour tous les honnêtes gens, ou les aides illégalement redondantes? La lutte contre les fraudes souhaite parfois à des situations que les institutions ont installées ou que les grands intérêts financiers imposent à la collectivité. Comment croire que l'État français aurait envie de s'attaquer à la fraude sur le travail détaché, par exemple, qui est généralisé et toléré quand c'est l'Union européenne elle-même
qui en impose idéologiquement l'existence et inspire sciemment les failles du système. Personne ne veut révéler l'ampleur des fraudes aux normes, car ce serait remettre en question la légitimité des accords de libre-échange, dont le principe est érigé en dogme religieux. Apprend-on, au détour d'un rapport sénatorial, celui de Laurent Duplon, que 25% des produits alimentaires importés en France seraient frauduleux. 25%. Ce chiffre est absolument terrifiant. Ce n'est d'ailleurs pas original de dire que de grands intérêts pèsent sur les décisions publiques. Les fraudes sur les normes, y compris sécuritaires d'ailleurs, de produits importés, qui font le bonheur lucratif de la grande distribution. Prenons l'exemple des briquets BIC, par exemple, concurrencés par des briquets en provenance d'Asie et qui sont dangereux car pour beaucoup ils ne respectent pas les normes de sécurité, ou les pneus Michelin, concurrencés par une partie non négligeable de pneus dangereux, importés là encore d'Asie et ne respectant pas les normes de sécurité. Les fraudes sur les adjuvants des médicaments qui profitent aux grands laboratoires, les fraudes comme le Dieselgate qui constitue une arnaque de grande ampleur des consommateurs automobilistes. Au fil des enquêtes journalistiques, au fil des rapports officiels, on s'aperçoit que le phénomène atteint des sommes colossales et que ce qui apparaît à l'œil nu n'est vraisemblablement que la partie émergée de l'iceberg. En dehors de l'aspect financier, la fraude est un cancer qui atteint psychologiquement les sociétés, qui en dérègle les mécanismes moraux, qui corrodent l'esprit civique. Quelle légitimité continue de détenir la règle quand celle-ci est allègrement contournée et que sa violation n'est pas sanctionnée? Pourquoi devrait-on se plier à des obligations que personne ne respecte pas ou plus? Comment faire admettre à des agriculteurs ou à des industriels la déloyauté totale que représente une concurrence basée sur la fraude aux normes? Derrière la fraude, il y a une rupture du pacte social, il y a finalement la crédibilité de l'action publique, il y a la désagrégation de l'autorité de l'État. La fraude n'est pas seulement un fléau, elle est aussi l'indicateur inquiétant d'une dégradation de la chose publique, d'un pacte social qui organise des relations loyales et solidaires. Et l'on se perd en conjecture quand, face à ce développement exponentiel de la fraude, le gouvernement baisse nos défenses en diminuant par exemple les contrôles de la DGCCRF, enfin en baissant même d'ailleurs le personnel de la DGCCRF, ou confie au risque de la corruption ou du conflit d'intérêts, d'ailleurs le soin de la certification de produits importés à des organismes étrangers. Des affaires très récentes et très médiatiques ont été la démonstration de ces fraudes dont les conséquences peuvent être très lourdes pour la santé même d'ailleurs de nos compatriotes. Je pense bien entendu à la viande avariée, par exemple, importée du Brésil ou autres fraudes alimentaires qui pourtant avaient fait l'objet d'une certification de la part d'organismes de certification étrangers qui eux-mêmes étaient totalement corrompus. Dans un pays riche, cette évaporation de moyens porterait certainement moins à conséquence. Dans un pays où les besoins sociaux sont croissants et où le sentiment d'abandon se généralise, la question de la fraude mérite d'être posée et se doit, je le crois, d'être traitée. Par son ampleur, par son impact sur la vie sociale, par son caractère corrosif, par son coût, elle appelle une mobilisation politique et administrative, mais aussi médiatique et judiciaire. Nous préparons un livre blanc sur la fraude que nous présenterons dans les prochains mois. Et nous ferons de cette question un axe du programme que nous soumettrons aux Français lors de la présidentielle. Pour lancer cette réflexion, nous avons, avec Jean-Paul Garot, décidé de partir du rapport de Mesdames Grandjean et Goulet, qui présente toutes les caractéristiques que je viens de décrire et qui est en ce sens emblématique d'une situation, je le crois, éminemment déplorable. Je laisse donc la parole à Jean-Paul Garot avant de répondre à vos questions. Oui, donc j'ai repris, pour écrire au procureur national financier, j'ai repris un certain nombre d'éléments contenus dans des rapports très officiels, des rapports donc, qui ont été établis par la délégation nationale à la lutte contre la fraude en 2011, un autre rapport sur la lutte contre la fraude de cette même délégation en 2013, des rapports de l'Inspection générale des finances, de l'IGAS également de septembre 2013 sur les coûts de gestion de l'assurance maladie, également des rapports de mission, bien sûr, le dernier rapport de mission en date de novembre 2019, qui avait été confié donc, par le Premier ministre à deux parlementaires, l'une de la majorité parlementaire, Mme Grandjean, République En Marche, et l'autre de l'UDI, Mme donc Nathalie Goulet, qui travaille depuis d'ailleurs longtemps sur ces questions-là, et qui ont rendu un rapport sur ces
fraude aux prestations sociales. Alors il est quand même déjà très intéressant de noter les termes de ce rapport et les conditions dans lesquelles ce rapport a finalement été établi par ces deux parlementaires. Parce qu'on voit et on lit dans ces rapports, et notamment dans le rapport et ainsi que dans un avis que Mme Goulet a écrit en même temps que ce rapport. Elle a non seulement rendu son rapport, mais elle a également rendu un avis. Elle s'est sentie, je dirais, il faudrait peut-être lui poser la question, mais elle s'est sentie obligée, parce qu'elle n'a pas pu faire son travail, d'écrire donc un avis qui est très intéressant naturellement, puisqu'elle commence en disant tout d'abord, la mission confiée a permis, suite à une centaine d'auditions, de collecter de très nombreuses informations, sans pour autant être en mesure de les retranscrire toutes en propositions. Pourquoi ? Tout d'abord par manque de moyens techniques, la mission n'ayant pas bénéficié d'administrateurs ou de soutien technique. Donc nous sommes dans le cas d'une mission qui a été ordonnée par le Premier ministre de la République française sur un sujet capital, sur lequel on a déjà de nombreux rapports qui font état de fraude massive aux prestations sociales. On nomme 2 parlementaires pour cela, et ils n'ont aucun appui technique. Ils n'ont aucun moyen technique, et ils ont eux-mêmes, je dirais, rédigé eux-mêmes leur rapport. Ils ont eux-mêmes, effectivement, procédé à toutes ces auditions. Si vous voulez, c'est, je pense, du jamais vu dans le cadre des annales des rapports parlementaires auxquels un Premier ministre missionne justement des parlementaires. Jamais. Et ceci est repris à plusieurs reprises d'ailleurs dans cet avis, où Mme Goulet met peut-être les formes, mais elle dit très clairement qu'elle n'a pas eu non plus de nombreuses réponses de la part des organismes sociaux aux questions qu'en tant que parlementaires missionnés, elles ont posées. C'est-à-dire que non seulement ces 2 parlementaires ont procédé, comme elles l'ont indiqué, à de nombreuses auditions, mais sur les questions essentielles de savoir, de connaître, d'avoir les éléments, je dirais, probants sur de montants colossaux de prestations indues, eh bien, les administrations en cause, les organismes en cause, n'ont pas répondu. Le rapporteur spécial des finances, M. Morand, le sénateur Morand, a demandé à poser des questions relatives au montant des prestations fournies à donc des étrangers en matière d'immigration. On ne lui a pas répondu. Quand on sait qu'un rapporteur spécial des finances, par exemple, a les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête parlementaire, ne pas répondre est passible déjà d'une infraction. Donc c'est pour vous dire que très simplement, on a ordonné une mission, le Premier ministre ordonne une mission, mais ne donne aucun moyen à 2 parlementaires pour parvenir à, j'ose dire, la manifestation de la vérité. Alors ceci étant, en tant que magistrat, puisque je suis toujours magistrat, je suis magistrat détaché au Parlement européen, puisqu'élu donc comme député européen, et en tant que président de l'association professionnelle des magistrats, que je préside depuis de nombreuses années, association créée en 1981, j'ai saisi, j'ai dénoncé, c'est le terme exact. Vous savez que les procureurs sont saisis soit par des plaintes qui ont été déposées auprès de gendarmes ou de policiers, soit par des transmissions de procès-verbaux de ces policiers, gendarmes et autres administrations, soit par des dénonciations. Et vu l'article 40, alinéa 1 du Code de procédure pénale, j'ai donc écrit au procureur national financier pour faire évidemment tout un point sur ce sujet, en reprenant de nombreux éléments contenus dans les rapports dont je vous ai donné à l'instant. Vous aurez d'ailleurs à la fin de cette réunion un document de synthèse qui reprendra les points essentiels que j'évoque, car j'estime qu'il y a des infractions graves de détournement de fonds publics, de complicité de détournement de fonds publics, et également une infraction qui est celle aussi de détournement de fonds publics dit par négligence, c'est-à-dire, pour faire simple, celles ou ceux qui laissent faire, sachant que, en l'occurrence, ces prestations sont indues et n'interviennent pas alors qu'ils ont la responsabilité en charge justement d'éviter de telles choses. C'est au niveau de simples fonctionnaires, si je puis dire, c'est au niveau aussi de ministres qui n'ont pas pris leurs responsabilités et qui peuvent être passibles
comme à un moment donné, Christine Lagarde l'a été dans l'affaire donc Adidas et Crédit Lyonnais, où elle a été mise en examen du chef de cet article 432-16 donc du Code pénal, mise en examen qui, devant la Cour de justice de la République, et là aussi je vise des poursuites possibles devant la Cour de justice de la République en ce qui concerne donc les anciens ministres ou les ministres, et d'ailleurs qui aboutit, vous le savez, à une condamnation symbolique, puisque c'est une dispense de peine, mais c'est une condamnation quand même. Donc j'ai repris dans ce document que vous aurez, d'abord toute cette question relative à ce refus de communication d'informations à ces parlementaires. Ensuite, sur le montant des fraudes estimées, il faut savoir qu'en France, le montant global des prestations sociales en 2017 était de 727,9 milliards d'euros, ce qui est évidemment une somme considérable. J'ai repris les rapports donc de la Cour des comptes également, et les rapports dont je vous ai parlé, où on aboutit à un taux, je dirais, d'environ 9% donc, de montants frauduleux qui ont été donc détournés, prestations indues, et on aboutit à une fourchette, je dirais, entre 13 et 45 milliards d'euros, ça a été chiffré par les parlementaires. Le chiffre le plus exact pourrait être une estimation plus haute, qui est celle de 63 milliards d'euros. Donc c'est pour vous montrer, quand on sait que le budget, par exemple, du ministère de l'Intérieur est de 25 milliards, que le budget du ministère de la Justice est de 7 milliards d'euros, là on parle de détournement d'argent public entre 13 et 63 milliards d'euros. Alors c'est évidemment considérable, et ce qui est quand même non seulement étonnant, mais qui justement rend passible tous les responsables qui n'ont justement pas pris leur responsabilité de pénalité, eh bien c'est que pendant toutes ces années, rien n'a véritablement été fait pour évidemment revenir sur une situation qui est quand même absolument incroyable et que tous les médias devraient aussi dénoncer. Alors, je reprends tous ces éléments, j'indique également le nombre de cartes vitales qui sont aussi en surnombre en quelque sorte. Donc on est à plus de 5 millions de cartes vitales qui seraient là aussi frauduleuses et qui, comme vous le savez bien entendu, ouvrent de nombreux droits. Nous savons aussi qu'il y a des attributions de numéros de sécurité sociale à des personnes nées à l'étranger. Là aussi, je reprends des chiffres. Je reprends des chiffres qui ont été donnés déjà. Je pense aussi au travail remarquable qui a été fait par Charles Prats, un magistrat, qui a été donc aussi en fonction à cette délégation nationale de lutte contre les fraudes. Et il y aurait environ 1,8 million de dossiers frauduleux en ce qui concerne ces numéros de sécurité sociale. Aucune investigation n'a été accomplie dans le stock des dossiers gérés par le service Sandia. Absolument rien. Donc, quand on lit les articles 432.15 et 432.16 donc, du Code pénal, eh bien, c'est assez limpide. Je vous lis l'article 432.16. Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432.15, c'est-à-dire les fonds publics dont je parle, résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, sont tous les responsables, les ministres, les directeurs et autres, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors, pour faire simple, après avoir dénoncé très précisément cela dans une lettre donc, qui a été envoyée aujourd'hui au procureur national financier, pourquoi le procureur national financier? Puisque naturellement, vu la complexité du dossier, vu l'importance du dossier, à l'échelon évidemment national, ça ressort naturellement de la compétence du procureur national financier. Donc, j'ai adressé cette lettre aujourd'hui même donc, au procureur national financier. Je ne sais pas quel sera ce qui, si je puis dire, en sortira, s'il y aura condamnation ou autre. En tout cas, ce qui est certain, à mon sens, c'est qu'une enquête doit être diligentée. Le procureur de la République est un magistrat, qui est normalement magistrat, comme tous les autres magistrats, qui normalement sont indépendants, qui doivent, en fonction des éléments qui sont soumis à son appréciation, engager ou pas une enquête. Si
tous les éléments que je soumets au procureur national financier n'entraînent pas pour le moins une enquête qui l'ordonnerait, que là, nous ne serions plus en République. Donc, je fais confiance à la justice. Je suis moi-même magistrat. J'ai eu de nombreuses responsabilités dans la magistrature. Et j'ose espérer, bien entendu, que là où, finalement, les administrations n'ont pas fait leur travail, les politiques n'ont pas fait leur travail, les parlementaires n'ont pas pu faire leur travail, empêchés qui ont été, et j'ose espérer que la justice fera son travail. Merci. Il est sûr que la manière dont s'est déroulée cette commission laisse perplexe. Honnêtement, elle nous plonge dans un abîme de perplexité parce que comment un gouvernement qui est à la recherche permanente d'argent se refuse à investiguer pour mettre fin à une fraude dont le montant est, même dans les basses hypothèses, quasi équivalente à 1,5 fois le budget de la justice, c'est tout à fait incompréhensible. C'est incompréhensible. Et rien que cela mériterait des réponses. Et moi, je regrette, je ne vous cache pas, je regrette un peu que ce rapport, qui m'apparaît être relevé d'un travail sérieux, et je peux le dire avec d'autant plus de facilité qu'en l'occurrence, les élus en question ne sont pas de ma chapelle. Hein. Bon, UDI, En Marche, c'est pas de ma chapelle, donc je n'ai pas à les défendre. Ils ont fait un travail remarquable, dans des conditions qui, là encore, laissent perplexes, car comment est-ce que des administrations peuvent refuser de répondre à des députés? C'est une vraie question. Ou à des sénateurs, d'ailleurs, lorsque l'on sait la responsabilité qui est donnée par la Constitution française, quand même, aux parlementaires, qui est le contrôle du travail des administrations et du gouvernement, quand même. Donc, ce refus de répondre laisse quand même penser, quoi qu'on en dise, qu'il y aurait une volonté de camoufler, en réalité, l'importance, l'ampleur et accessoirement le montant de la fraude en question. Alors, est-ce qu'on a peur de gêner quelques pays amis ou avec lesquels on est en créance ou en dette? Je n'en sais rien. Mais il est sûr qu'on ne peut pas en rester là. Et je pense que les journalistes non plus, d'ailleurs, ne peuvent pas en rester là. Et il faut, à mon sens, que l'ensemble de ceux qui sont censés être, entre guillemets, des contre-pouvoirs, pardon, hein, mais je sais que parfois ce n'est pas le cas, mais enfin, parfois ça l'est quand même, interrogent pour savoir comment est-ce que des administrations peuvent se refuser, par cette fois, à répondre à des parlementaires qui ont été missionnés par le Premier ministre pour connaître l'étendue d'une fraude qui est avérée. Il n'y a que son montant, en réalité, qui aujourd'hui fait l'objet d'une hypothèse. La fraude, elle, est avérée. Elle est avérée ne serait-ce que par les chiffres faramineux, encore une fois, des cartes vitales qui sont en circulation de manière absolument surnuméraire dans notre pays. Donc, c'est un des éléments, je veux dire, de ces fraudes. Et c'est vrai que nous ne sommes pas loin de penser qu'il y a des raisons politiques à ce refus de s'y atteler. Comme peut-être il y a des raisons politiques au refus de s'atteler aux constructions, aux agrandissements illégaux d'un grand nombre de succursales de la grande distribution dans notre pays. Peut-être qu'il y a des raisons politiques pour refuser de s'opposer à ça. Il y a des raisons évidemment politiques pour refuser de s'attaquer aux 25%, semble-t-il, hein, d'après le rapport sénatorial, des 25% d'importation frauduleuse de produits alimentaires. Vous vous rendez compte ce que ça représente quand, pour un gouvernement qui est un gouvernement qui ne cesse de se repeindre en vert tous les matins, qui nous explique qu'il est écolo, qu'il veut faire respecter les normes sanitaires, les normes environnementales. 25% d'importation alimentaire frauduleuse, c'est spectaculaire. Ça devrait immédiatement déclencher quelque chose. Or, ces rapports parlementaires sur les différents secteurs de fraude ne déclenchent rien, aucune réaction gouvernementale, alors même qu'ils mettent en cause ces rapports, soit des sommes qui sont évidemment faramineuses,
soit même des dangers sanitaires qui pourraient avoir des conséquences importantes dans notre pays. Voilà donc ce que nous entendions faire à notre niveau, avec les capacités qui sont les nôtres de députés européens, après tout de citoyens, de magistrats pour Jean-Paul Garot, de députés en ce qui nous concerne, pour tenter de faire bouger les choses, pour tenter d'en savoir plus, pour tenter de déclencher ne serait-ce qu'une réaction à une situation qui nous apparaît tout à fait anormale et qui en réalité apparaît anormale à tout le monde. Nous ne sommes pas là sur des fraudes qui sont dérisoires, individuelles. Nous sommes là sur, encore une fois, des processus, des dispositifs fraudés qui sont évidemment considérables en des moments politiques où l'on ne cesse de demander des efforts particuliers aux Français concernant et qui même mettent en cause la viabilité en fait de pans entiers de notre système de protection sociale.